Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal de l'Afrique. Voici les titres. Qui de Jean Ping ou Ali Bongo sera le prochain président du Gabon? Les résultats sont attendus ce soir dans la capitale gabonaise où la CENAP, la commission électorale, est réunie en séance plénière. Nous serons en direct dans un instant avec Patrick Fondio à Libreville. En Somalie, au moins 10 morts dans un attentat suicide qui a visé un hôtel très fréquenté de la capitale, tout près du palais présidentiel. Face à la recrudescence des attaques en plein cœur de Mogadiscio, revendiquées par les Chebabs, la population dénonce l'inefficacité des forces de sécurité. Ils seraient les plus proches cousins de l'homme. Les bonobos sont une espèce menacée. Un sanctuaire leur est dédié au Congo, tout près de Kinshasa, qui s'apprête à vivre un grand bouleversement. 24 de ces primates vont bientôt être relâchés dans la nature. Une opération risquée. Les équipes travaillent sans relâche pour les préparer à retrouver leur milieu naturel. Ils sont les deux grands favoris de cette présidentielle qui se joue en un seul tour au Gabon. Ali Bongo, le président sortant, fils du défunt Omar Bongo qui a dirigé le pays pendant plus de 40 ans. Et puis de l'autre côté, Jean Ping, ancien cacique du régime, longtemps ministre des Affaires étrangères de Bongo père, ex-patron de la Commission de l'Union africaine. Les Gabonais devraient être fixés très bientôt puisque la CENAP, la commission électorale, doit se réunir. On va en parler tout de suite avec Patrick Fondio qui est en direct avec nous depuis Libreville. Patrick, vous suivez tout ce processus pour nous. Où en est-on exactement ? Écoutez, je me retrouve devant le siège de la Cité de la démocratie, un ensemble administratif à Libreville qui abrite la commission électorale. Mais aux dernières nouvelles, la séance plénière qui était censée démarrer il y a 2 heures n'aurait toujours pas commencé à la place. Le bureau de la CENAP tient une session, mais on ne sait toujours pas si le délibéré sur les résultats collectés dans les 9 provinces du Gabon a bien commencé, ni quand il commencera exactement, ce qui laisse penser qu'on risque d'attendre les résultats tellement attendus, si attendus de cette présidentielle pour un peu plus tard dans la nuit. Un climat encore alourdi par une dernière polémique. Le camp présidentiel a mis en cause l'opposition dans une rocambolesque affaire de tentative d'achat et de corruption de membres de la CENAP qui auraient été incités à quitter les travaux de manière à paralyser le délibéré. Une dernière polémique qui vous laisse imaginer le climat de tension post-électorale ici. À propos de ce climat, justement, Patrick, on se souvient des tensions en 2009 qui avaient suivi l'annonce des résultats. Quelle est l'atmosphère en ce moment à Libreville? Est-ce qu'on craint des incidents similaires ? Tout à fait, une ambiance assez tendue ce soir à Libreville où la police anti-émeute a été déployée dans des endroits stratégiques où des blindés légers barrent quelques routes autour du palais présidentiel notamment. Libreville méconnaissable pour un mardi, Libreville fantomatique depuis le milieu de l'après-midi. La plupart des magasins de commerce, de restaurants avaient fermé pour permettre à leurs employés qui habitent en périphérie de pouvoir arriver chez eux avant la tombée de la nuit, de pouvoir être avec les leurs, de se calfeutrer. De nombreux habitants, jusqu'à ce matin encore, ont poursuivi de leur stock de vivres, de courses, du pain, de la nourriture, du riz, mais aussi du crédit téléphonique pour pouvoir être capable d'appeler et d'être joints en cas de violence et de troubles qui dureraient plusieurs jours. Beaucoup faisaient aussi le plein d'essence dans les stations-service, des stations-service qui sont désormais fermées et gardées par les militaires. Et sur le grand boulevard de la Corniche qui traverse Libreville et qui traverse devant le palais présidentiel, eh bien c'était un grand boulevard absolument désert alors qu'il faisait un soleil radieux sur Libreville cet après-midi. Merci pour toutes ces précisions, Patrick Fondio, en direct de Libreville, où l'attente dont vous nous disiez se prolonge encore ce soir dans l'appréhension. Pour certains, la résignation. Pour d'autres, écoutez ces réactions recueillies dans les rues de Libreville. Nous attendons le résultat dans le calme. Nous disons seulement à la CENAP de dire celui qui a gagné dans le Nord. Le peuple gabonais est un peuple pacifique. Nous attendons juste que la CENAP déclare qui a gagné. Sans passion, que le vaincu accepte la victoire du vainqueur. Au fait, c'est pas... La victoire appartient au peuple gabonais. C'est ni l'un ni l'autre. Si aujourd'hui la CENAP déclare X vainqueur, c'est pas X qui a gagné, mais c'est le peuple gabonais qui a gagné.
En tant que Gabonais, on est juste un peu déçu du fait que ça devait être déclaré depuis 17 h et ils ne font que repousser au fur et à mesure. Et bizarrement, plus on repousse, plus on se pose des questions sur s'il n'y a pas les principes de fraude, s'il n'y a pas les complications ou bien les négociations qui se font. Mais on espère seulement que celui qui va être élu, en tout cas, va venir avec, comme d'habitude, les bonnes intentions pour le peuple, permettre au Gabon d'évoluer et de devenir meilleur. Que ce soit l'ancien qui passe comme je le pressens un peu ou le nouveau qui passe, on espère seulement que c'est le peuple gabonais qui en profitera. Mes attentes sont simplement le verdict des urnes. Voilà, la population a été massivement aux urnes. Le scrutin s'est déroulé sans aucune embûche. Donc pour moi, nous attendons que les autorités délivrent les résultats escomptés selon les procès-verbaux. Et voilà pour ces réactions dans les rues de Libreville où on attend donc toujours encore la proclamation des résultats de la présidentielle. Et on en vient à ce nouvel attentat contre un hôtel en Somalie. Au moins 10 personnes, des soldats mais aussi des civils ont été tués et 30 autres blessés dans l'explosion d'une voiture piégée tout près du palais présidentiel. L'attentat a été revendiqué par les islamistes d'Al-Shabaab. Le récit de Nicolas Germain. C'était l'heure de pointe mardi matin lorsque la bombe a explosé près du palais présidentiel. Elle a touché 2 hôtels où des responsables de la sécurité du pays étaient en réunion. La déflagration a été entendue à travers la capitale somalienne. Plusieurs personnes ont été tuées, de nombreux autres ont été blessés. Très vite, les Chebabs ont revendiqué la responsabilité de l'attentat. Le groupe djihadiste a multiplié les attaques ces derniers mois. Les habitants de la capitale sont assez tendus. Certains accusent le gouvernement de ne pas faire assez pour la sécurité de la ville, ce qui a permis aux Chebabs de frapper Mogadiscio plusieurs fois ces derniers mois. Les Chebabs ont été poussés hors de Mogadiscio en 2011. Mais depuis, ils mènent des attaques sporadiques contre le gouvernement et contre la force de l'Union africaine qui compte 22 000 soldats sur place. Désormais, beaucoup redoutent un pic de violence à l'approche de l'élection présidentielle qui doit se tenir le 30 octobre. L'ONU préoccupée par l'épidémie de choléra qui continue à sévir en RDC mais qui touche aussi la Centrafrique voisine. Les rives de l'Ubangui sont touchées. L'urgence pour les humanitaires, c'est de contenir cette épidémie et d'éviter qu'elle ne se propage à la capitale. Édouard Dropsy a suivi le travail d'une équipe de Médecins sans frontières sur place. Au petit matin, une expédition en bateau. Direction le nord de Bangui. À bord, une équipe de Médecins sans frontières attendue à 35 km de la capitale, dans un foyer de choléra sur les rives de l'Ubangui. Les allers-retours sur ce fleuve frontière entre Centrafrique et Congo voisin, un risque de propagation surveillé par ces humanitaires. Salut! Salut, ça va? Salut! Pour la 3e fois en 3 semaines, Luca Fontana est de retour dans ce village test, Longo, où MSF a implanté un centre provisoire. Déjà 5 cas de choléra signalés ces dernières 24 heures et une personne décédée. Pour l'équipe médicale, une urgence. Contenir l'épidémie sur la côte en installant plus d'unités comme celle-ci. Peut-être on sera obligé de les mettre dans plusieurs villages pour éviter que les patients, les cas, les corps puissent arriver au niveau des Port Sao, donc à l'entrée de la ville de Bangui. Préserver Bangui du choléra. Une course contre la montre dans cette ville d'1 million d'habitants, dont des dizaines de milliers de déplacés qui vivent dans des conditions sanitaires déplorables. Comme au camp de Mpoko, le plus gros de la ville, où la nourriture est exposée près des égouts et des eaux usées. D'où les campagnes de sensibilisation, et notamment celle de l'UNICEF, pour protéger le plus d'enfants possible. L'épidémie qui surgit dans notre zone, là. Vous avez écouté ça? C'est quoi? Choléra. C'est choléra, non? Vous voyez comment les enfants s'amusent. Il suffit qu'il y ait un qui soit malade pour qu'il puisse contaminer les autres. Depuis le début de l'épidémie, 25 personnes sont déjà décédées du choléra en Centrafrique. Il se trouve à 1 heure à peine du centre de Kinshasa. Le sanctuaire des bonobos en République démocratique du Congo se bat pour la protection de cette espèce menacée. Ces primates, parmi les plus proches cousins de l'homme, y vivent en semi-liberté. Mais d'ici quelques mois, plusieurs d'entre eux seront relâchés dans la nature. Thomas Nicolon a observé leur préparation.
Comme tous les matins, l'équipe du sanctuaire des bonobos nourrit ses pensionnaires. L'occasion de les observer de près et de sélectionner ceux qui seront réintroduits dans leur milieu naturel. J'observe tout le monde qui mange, et la locomotion, qui est en train de chercher et comment ils mangent. Quand ils seront en relâchement, ça va nous aider. Qui pourrait se débrouiller tout seul et qui est-ce qui voudra toujours revenir à demander quelque chose comme on le faisait au sanctuaire. En décembre prochain, ce sont 24 spécimens qui seront relâchés dans la forêt équatoriale congolaise. Une opération qui ne laisse rien au hasard. Il en va de la survie des bonobos. Si les bonobos sont mal choisis, effectivement, ça peut y avoir de graves conséquences. Un bonobo qui est très très fragile, et peut-être qu'il ne saura pas se débrouiller, ne saura pas survivre dans le milieu naturel. Le sanctuaire recueille des bonobos rescapés du braconnage. Dès leur arrivée, les plus jeunes sont confiés à une mère de substitution, une étape de la plus haute importance. Ici, la mère de substitution a un rôle capital de redonner l'affection au petit bonobo et de l'assister sanitairement et psychologiquement. Et ça, c'est une étape capitale dans la réhabilitation d'abord de ces orphelins pour qu'ils soient réintroduits plus tard. Malgré les efforts du sanctuaire, les bonobos endémiques à la RDC sont menacés. Mais les enjeux de leur survie dépassent les frontières du pays. Sauver les bonobos, c'est important. D'abord, c'est notre plus proche cousin. Et si on le laisse partir, on laissera tout partir, vraiment. On laissera tout partir parce qu'entre lui et nous, il y a une seule ligne qui sépare nos deux mondes. Et on la croise si facilement. Il faut les sauver, sinon on ne se sauvera jamais. Il resterait 3 générations de bonobos dans la nature, soit une 60aine d'années avant leur extinction. L'espoir demeure, mais si l'on perdait les bonobos, c'est aussi une partie de nous qui disparaîtrait. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. Vous retrouvez la suite de Paris Direct avec Aude Le Christ.